Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal. Voici le sommaire. Rachidi Badamassi appuie le gouvernement dans le secteur de l'éducation à Perere. L'honorable député vient d'offrir un module de classe au nouveau collège d'enseignement général de la commune. Plus rien ne les rassure. Les travailleurs des usines de transformation de noix de cajou sont inquiets et mécontents. Ils dénoncent des menaces qui pèseraient sur l'approvisionnement en matières premières. Coup d'envoi du programme d'appui au sous-secteur transport rural. La deuxième phase du programme vient d'être lancée à Avrancourt. Un nouveau souffle pour la réhabilitation de plusieurs axes routiers. Un ancien ministre français au cabinet du chef de l'État, Jean-Louis Borloo, est allé discuter avec Boni Yayi de la mise en œuvre d'un vaste projet d'électrification en Afrique. Pour en savoir davantage sur le contenu des échanges entre les deux personnalités, retrouvons Emmanuel Sebo. L'Afrique, ce vaste et riche continent, fait malheureusement face à de nombreux défis, notamment le manque d'énergie suffisante pour son électrification. Grâce au leadership de certains chefs d'État, dont le président Boni Yayi, un vaste programme d'électrification de l'Afrique est en marche et va bientôt entrer dans sa phase active. Il s'agit d'une initiative portée par l'ancien ministre français du Développement durable. En ce moment, le lobbying de M. Jean-Louis Borloo vise à créer une organisation technique qui sera l'interface entre les États et les structures de financement. Le président du Bénin a accepté de m'accorder une audience pour étudier l'électrification de l'Afrique. Vous savez que le président du Bénin est très engagé dans ce travail-là. Il faut absolument que le Bénin, la sous-région, mais toute l'Afrique ait un programme d'électrification massive, parce que l'eau, parce que l'éducation, parce que l'emploi, parce que la lumière. Et le président du Bénin, que j'ai déjà vu à de nombreuses occasions ce sujet, voulait faire le point sur ce grand plan d'électrification de l'Afrique. Et puisqu'il va à Addis Abeba la semaine prochaine pour la réunion de l'Union africaine, il souhaitait qu'on fasse le point sur ce travail. Les choses avancent bien. Je pars au Togo tout à l'heure, puis en Guinée. J'espère que d'ici le courant de l'année qui vient, d'ici le mois de juin, il y ait une organisation technique. C'est le souhait d'ailleurs du président du Bénin, une organisation technique et financière pour financer ces infrastructures. Donc on avance plutôt bien, mais voilà, ça reste encore à confirmer. L'extension du système d'alimentation en eau potable des populations d'Abomey-Calavi, Cotonou et Semepoji est désormais une réalité. Henri Ziota a vu le chef de l'État procéder aujourd'hui à la mise en service du système. Et voici son reportage. Comme Moïse dans le désert a donné à boire de l'eau au peuple juif sorti d'Égypte de l'esclavage, le président Boni Yayi, par un coup de baguette magique, abreuve d'eau les populations des communes d'Abomey-Calavi, Cotonou et Semepoji. C'est le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable phase 2 qui lui permet d'accomplir cette prouesse, ce miracle. 27 milliards ont été nécessaires et mobilisés pour la réalisation de ce projet. Financé par l'Union européenne, les Pays-Bas, la KfW de la République fédérale d'Allemagne, la Banque européenne d'investissement et la SONEB. Avec ce projet, affirme et rassure le DG SONEB, le Bénin sera au rendez-vous des OMD, non seulement, mais aussi va franchir les limites. Si 75% de taux de desserte est l'objectif fixé au pays, avec ce projet, le Bénin porte à 82% le taux de desserte des populations. Une prouesse qui permet aussi de rattraper le grand retard de plusieurs années accusé dans le domaine, un retard dû au manque d'investissement par le passé. Grâce à ce projet, 16 grands forages complémentaires ont été faits permettant d'augmenter la capacité du champ de captage par un apport additionnel de 52 000 m3 par jour
et d'améliorer la desserte en eau des populations. 107 km de réseaux de distribution ont été construits, 300 km de conduits d'eau usagés remplacés et un grand château de forte capacité construit à Kokotomé et des installations de stockage à Godomé. Un bon maillage du territoire dont les retombées positives pour les populations sont nombreuses. Le projet que vous inaugurez aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, est le fruit de votre initiative personnelle. Il ne serait pas superflu de rappeler aux populations ici présentes que le projet permet d'alimenter convenablement désormais certains quartiers qui, auparavant, n'avaient aucun système d'alimentation en eau potable, notamment Godomé, Wome, Alegleta, Dekungbe, Togudo, Kokotomé, Kokokodji, Bazoupa, Togben, par la pose de tous les calibres de diamètre qu'il faut pour que les branchements particuliers dont vous avez lancé l'opération au niveau de Yemikodji il y a environ un mois deviennent une réalité. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez instruit, et cela est devenu déjà une réalité, pour que les branchements qui coûtent 105 000 francs CFA l'unité soient ramenés à 50 000 francs CFA. Projet à haute intensité de main-d'œuvre, il a permis de recruter plus de 8 000 agents, soustrayant ce beau monde aux affres du chômage, phénomène contre lequel le président Boniaï mène une lutte acharnée. Si Abomey-Calavi, Cotonou et Sébé-Podji sont les communes couvertes par le projet, il faut noter qu'Abomey-Calavi s'affiche comme la grande bénéficiaire de ce projet au regard des zones impactées, avec à la clé la mise à disposition de 70 000 kits de branchement, dont 10 000 à coût réduit, conformément aux vœux du président de la République. Un projet majeur. Avant 2006, le taux de desserte était de 48%. De 2006 à aujourd'hui, nous sommes passés à 72%, soit une augmentation de plus de 32%. Ceci fait augmenter le disponible en eau potable dans le Grand Cotonou de 80%. C'est-à-dire, de 2006 à aujourd'hui, nous sommes passés à une augmentation de disponible d'eau de 80%. Très important, en l'espace de 8 ans. En dehors de l'amélioration de la disponibilité de la ressource en eau, il y a eu également, à travers ce projet, l'amélioration de la capacité de stockage. Une chose est que l'eau soit disponible, une seconde chose est que l'eau soit stockée quelque part pour servir aux populations. Avec ce projet, l'eau est disponible, l'eau est stockée. Est-ce que réellement l'eau est accessible? Oui, ce projet a permis d'améliorer l'accessibilité en eau potable à travers la construction d'à peu près 107 km d'extension du réseau SONEB. Ça veut dire quoi, mes chères populations? Construire 107 km d'extension veut dire que dans tous les quartiers traversés par ce projet, notamment Godomé, Wome, Alegleta, Dekungbe, Togudo, Kokotomé, Kokokodji, Bazoupa, Togben, vous voyez, c'est beaucoup. Au niveau de ces localités, lorsque vous allez demander désormais un branchement, la SONEB ne va plus vous demander de payer l'extension. Le gouvernement de Yayi Boni et les partenaires financiers ont déjà payé pour vous. C'est une belle réalisation à un double titre. D'abord parce que la conjonction d'efforts de Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Union européenne et ses agences, y compris la Banque européenne d'investissement, ont permis, conjointement avec la SONEB, de faire un très bon produit, un produit fini, qu'aujourd'hui nous
constatons. C'est un long parcours, il y a plus de 8 ans qu'on travaille dans ces projets, mais c'est très rassurant, très satisfaisant de pouvoir constater que les résultats sont là. Et je serai moi-même très honoré de pouvoir rapporter à Bruxelles et à Luxembourg, parce que la Banque européenne est à Luxembourg, qu'effectivement, le denier qu'on a investi ici donne leurs fruits. Et donne leurs fruits dans un domaine particulièrement important. L'eau, qui est source de vie, l'eau qui est une facilité énorme lorsque, à la maison, on ouvre les robinets et il y a un produit qui coule, qui est de qualité, qui est de santé. C'est une belle réalisation, je disais, qui nous permet également, conjointement, de célébrer avec le Bénin qu'au moins dans ces domaines, les objectifs du millénaire seront atteints cette année. Félicitations, Monsieur le Président, à vous et à votre gouvernement. Satisfait de la conduite du projet par le Bénin, le chef de file des partenaires au développement annonce la disponibilité de l'Union européenne à financer la phase 3 de ce projet qui va permettre de donner de l'eau à 100% de la population béninoise. Toute chose dont se réjouit le président Boni Yayi, qui n'a pas tari de remerciements à l'endroit de ses partenaires financiers, lesquels ont su cibler de toute évidence les vrais besoins du Bénin. Ce projet qui nous réunit aujourd'hui répond parfaitement à nos besoins, chers amis, partenaires. Et merci pour votre générosité, parce que dans tout cela, comme l'ont indiqué les interventions, en recoupant tout ça sur environ les 27 milliards, nous allons certainement payer à peine 8 milliards, à peine. Donc le reste, c'est des dons. C'est vrai, la SONEB a mis à contribution ses fonds propres à concurrence de 3 milliards 300 millions. Merci pour le personnel de la SONEB. Vous voyez, donc sur les 27 milliards, eh bien, nos partenaires nous ont fait beaucoup de dons. Beaucoup de dons. Je voudrais les rassurer que le message qui a été passé par leurs représentants, que nous en ferons un bon usage. Un très bon usage. L'ambassadeur l'a indiqué. Avec cette deuxième phase du projet, nous serons à fin 2015 à un taux de desserte de 82%. C'est-à-dire en milieu urbain et périurbain. Concrètement, il restera à peine 18% de nos populations qui vont attendre. Aujourd'hui, on est 10 millions de Béninois vivant à l'intérieur. Si nous considérons que vous représentez 50% au moins, ça veut dire quoi? 5 millions. 5 millions, c'est-à-dire en milieu urbain et périurbain. Il y a environ 1 million aujourd'hui qui attendent. 1 million de citoyens en moyenne, grâce à ce projet. C'est-à-dire cette seconde phase, il y a 1 million qui attendent de recevoir l'eau à résidence. Et avec la troisième phase, qui sera certainement opérationnelle en 2016, nous aurons impacté tout le monde, c'est-à-dire les 100% de la population en milieu urbain et périurbain. Est-ce que vous voyez? Vous avez compris? C'est rare de dire que lorsqu'on voit la part de plus en plus croissante de la démographie urbaine dans les pays africains, et qu'on dise, lorsqu'on se rappelle les défis en matière d'accès à l'eau, aux infrastructures, notamment à l'eau, qu'on dise que
en 2016, eh bien, tout le monde accédera à l'eau. C'est-à-dire, sera desservi par l'eau, pourra accéder à l'eau. Je pense que, eh bien, on rend grâce à Dieu, le Père Céleste, que nos partenaires continuent de nous aimer. Donc, à nous de tout faire pour continuer de mériter leur confiance. À nous de bien gérer les affaires de notre cité commune, puisque nous partageons les mêmes valeurs, les valeurs républicaines. C'est pourquoi nous devons progresser dans cette voie, la voie de la démocratie. La démocratie. Et naturellement, une démocratie apaisée et bien ordonnée, une démocratie gouvernable. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi ils sont avec nous. Ils ne sont pas partout. C'est vrai, ils sont humanistes. S'ils ne sont pas d'accord avec un gouvernement, ils peuvent cibler. Nous rendons grâce à Dieu dans notre pays. Nous travaillons en symbiose. Et ils sont fiers de travailler avec nous. Dans quelques mois à New York, le bilan des OMD sera fait et le Bénin, à travers ma personne, a dit le chef de l'État, sera fier de révéler au monde les prouesses de mon pays qui a crevé le plafond. Tout cela, a-t-il souligné, est le fruit de la stabilité politique et de notre démocratie. C'est pourquoi le président Boni Yayi appelle les Béninois à travailler, à la préserver. Mieux, a-t-il évoqué, les partenaires financiers du fait de la bonne gouvernance ont marqué leur disponibilité à soutenir le financement du projet d'électrification des 105 chefs-lieux d'arrondissement non encore couverts par les projets existants. Visiblement, le Bénin avance à grands pas dans le chemin de la modernité et de l'amélioration des conditions de vie de ces populations grâce aux actions soutenues engagées dans tous les domaines. Et la santé des populations préoccupe le chef de l'État qui n'a pas manqué de leur prodiguer de sages conseils pour se prémunir contre les différentes affections, notamment la fièvre hémorragique à virus Ebola, non encore enregistrée fort heureusement au Bénin. Sur le chemin du retour, après la mise en service de ce grand ouvrage d'alimentation en eau des populations des communes de Cotonou, Abomey-Calavier de Sémé-Podji, le président Boni Yayi a marqué un arrêt sur le chantier de construction d'ouvrages d'assainissement et d'embellissement de l'échangeur de Godomé pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Concernant justement le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable que vous venez de suivre, le directeur général de la SONEB nous éclaire sur ses composantes et ses avantages. Un projet inédit de par le type de financement, inédit de par son importance, inédit de par son impact. C'est un projet d'un coût global de 27 milliards de francs CFA. Quand vous regardez le contenu de ce projet, c'est un projet qui brasse tous les aspects du système d'alimentation en eau potable. Je m'explique. Un système d'alimentation en eau potable, il y a ce que nous appelons le captage, c'est-à-dire là où nous prenons de l'eau. Un système d'alimentation en eau potable, il y a ce que nous appelons le transport de l'eau brute. Après ça, nous avons ce que nous appelons le traitement de l'eau. Et ensuite vient ce qu'on appelle le stockage et après la distribution. Alors, ce projet est d'ailleurs un programme. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle projet. C'est un programme parce que ça a permis de faire ce qu'on appelle le renforcement de la capacité du captage. Avant ce projet, c'est-à-dire le projet dont nous parlons aujourd'hui, il n'y avait pas assez d'eau pour les populations de Cotonou, d'Abomey-Calavier et de Sémé-Podji. Le système qui était en place aussi était un système qui n'était pas en mesure de répondre aux besoins quantitatifs de l'eau des populations. Alors, c'est ce programme qui a permis d'exécuter 16 nouveaux forages de très grande capacité. Et ça permet aujourd'hui non seulement de combler le déficit d'eau qui est estimé à l'époque à plus de 4 500 000 litres par jour. Je reprends.
le déficit d'eau pour les localités dont je viens de parler était estimé jusqu'avant ce projet à environ 4 500 000 litres d'eau par jour. Mais le projet a permis aujourd'hui non seulement de combler ce déficit, mais de pouvoir desservir convenablement les populations avec même les taux de projection les plus élevés jusqu'en l'an 2020. Retrouvons à présent deux présidents d'institutions, Adam Bonitessi de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, reçu par Théodore Holo de la Cour constitutionnelle. Awa Sherif, de retour de la Cour constitutionnelle, nous livre le point des audiences. Le professeur Holo est une personnalité quand même très importante dans le dispositif constitutionnel de notre pays et même africain. C'est une personne qui a une très large expérience qui nous est utile. Donc nous avons échangé et bien vrai, nos institutions ont chacune sa spécificité, mais la Cour constitutionnelle est quand même une institution centrale. Et nous avons pu évoquer l'expérience, profiter de son expérience qu'il a, de la gestion des institutions et des relations entre les institutions, de la vie de toutes les institutions pour pouvoir nous faire une idée de la mission qui nous attend. Et ça a été un échange très fructueux et dans lequel nous avons trouvé beaucoup d'éléments positifs qui vont nous inspirer dans le cadre de notre mission. Nous sommes là d'abord pour une visite de courtoisie et secondo, nous avons profité de cette occasion pour présenter nos voeux les meilleurs au président de la haute juridiction. Et il faut dire que nous avons profité encore de cette occasion pour lui annoncer, lui demander son soutien pour l'organisation de l'une de nos activités statutaires. Notre réseau est installé le 6 septembre dernier. Nous sommes là pour plus nous faire connaître. C'est vrai que nous sommes installés là-bas dans le nord, mais il faut plus se rapprocher des structures, des institutions pour plus de visibilité et avoir plus de conseils pour le fonctionnement du réseau. Le président a salué la démarche et il nous a donné des conseils qui, dans l'avenir, nous aideront à mieux évoluer au sein du réseau. À l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires Union fait la Nation et FCBE ont fait chacun une déclaration sur la tenue à bonne date des élections. Retrouvons Jérôme Ngbo dans l'enceinte de l'hémicycle. Le premier dossier concerne l'examen du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt d'ISNA A signé à Djeddah le 26 juin 2014 entre la République du Bénin et la Banque islamique de développement. C'est un projet de loi relatif à l'hydraulique et à l'assainissement en milieu rural au Bénin. Il a été voté à l'unanimité des députés présents ou représentés à la plénière. Deuxième dossier voté, l'examen du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre la République du Bénin et le Fonds africain de développement relatif au transport urbain à Parakou. Et c'est après le vote des autres dossiers inscrits à l'ordre du jour que le groupe parlementaire Union fait la Nation et les députés de la coalition FCBE ont dit leur position sur la tenue des élections à bonne date en République du Bénin. Le groupe parlementaire l'Union fait la Nation demande qu'au sein de ce Parlement s'engagent des discussions et un vrai dialogue pour favoriser le vote d'une loi permettant l'organisation des élections locales, communales et municipales dans les meilleurs délais, puis des élections législatives. L'organisation des élections législatives à bonne date, c'est une évidence, mais celles locales, communales et municipales doivent l'être dans les meilleurs délais. Et il y a en ce moment sur la table de la Commission des lois plusieurs propositions de loi qui, combinées, amendées, discutées en notre sein, nous permettraient d'obtenir une liste consensuelle
et nous mettre d'accord sur un agenda électoral et sortirait notre peuple de l'angoisse. En attendant l'examen du rapport de la Commission des lois de l'Assemblée nationale sur ce sujet, nous voudrions en appeler à la vigilance de tous nos collègues et du peuple béninois sur ce qui apparaît comme une tentative de déstabilisation nationale. En prenant cette décision courageuse, la Cour constitutionnelle du Bénin donne la preuve qu'elle est garante du bon fonctionnement des institutions, mais surtout qu'elle est au service de notre peuple et qu'elle a une conscience claire de sa mission. L'impasse vers laquelle le blocage du dialogue politique nous conduisait serait le terreau tant attendu par d'aucuns pour labourer les terres du désordre, de l'insurrection populaire, pour récolter la mise entre parenthèses de nos acquis démocratiques. En saluant les perspectives de préservation de nos valeurs démocratiques, renouvelées par la Cour, les députés membres de la majorité intergroupe parlementaire FCBE appellent le peuple à se mobiliser pour assurer le succès des élections législatives et communales annoncées pour les 26 et 31 mai 2015. Nous tenons à féliciter les membres du COS-LEPI pour le travail de qualité abattu. Nous en appelons à leur esprit patriotique pour se donner la main afin que le délai pour la production de la liste électorale soit tenu d'une part et que cette liste soit exhaustive, inclusive, fiable d'autre part. Les travaux se sont poursuivis à l'Assemblée nationale à Porto Novo. Direction Perere avec l'honorable Rachidi Gbadamassi qui a œuvré pour la construction d'un module de 3 classes au profit du tout nouveau collège d'enseignement général de la localité. À l'occasion de la réception de ce module, le député de la 8e circonscription électorale s'est entretenu avec les bénéficiaires sur la mission du parlementaire. Ce module de 3 classes entièrement équipé a coûté 20 millions de francs CFA. C'est le premier bâtiment en matériaux définitifs du 2e collège de Perere. La joie de travailler désormais dans un cadre agréable anime enseignants et élèves. Honorable, vos paroles riment bien avec vos actes et vous offrez l'occasion de réaliser le projet Chaque enfant qu'on enseigne est un homme au cadre. Honorable Gbadamassi, l'acte que vous venez de poser dans la vie des élèves du CG2, que nous sommes, n'a pas de prix. À ce titre, nous vous remercions sincèrement du fond de nos cœurs. Au collège d'enseignement général, dans l'arrondissement de Pébié, tout comme à la place publique de Perere, où il est accueilli par la foule et l'imam central, Rachidi Gbadamassi s'évertue à expliquer la mission d'un parlementaire. Nous, en tant que parlementaires, nous avons l'obligation de contrôler sur le terrain. Est-ce que les instructions du gouvernement sont respectées? Parce que c'est nous qui votons. C'est nous qui donnons les moyens au gouvernement d'aider les populations. Et dans le cadre de ma mission parlementaire, j'ai l'obligation parlementaire d'aller sur le terrain, d'aller voir est-ce que les poteaux, est-ce que le projet d'électrification et d'extension du réseau électrique est exécuté. Ça, c'est mon droit parlementaire. C'est le parlementaire qui contrôle les actions du gouvernement. Et dans le cadre de la diplomatie parlementaire agissante, j'ai l'obligation parlementaire d'aller négocier. Alors pour moi, ce n'est que le début du commencement. À l'occasion de sa visite de courtoisie au roi, Rachidi Gbadamassi décide d'accompagner le projet de réhabilitation du Palais Royal à hauteur de plus de 5 millions de francs CFA. Aux côtés du député, le directeur général de l'eau qui recense les besoins des populations de la commune de Perere en matière d'eau potable. Toujours dans l'actualité politique, les populations de la commune de Bopa ont réaffirmé mercredi dernier leur attachement à l'honorable Jean-Claude Hunkonu. Après avoir surmonté récemment quelques épreuves, l'honorable député s'engage de nouveau aux côtés de ses militants pour le développement de leur localité. C'est en tout cas ce que nous apprend Modeste Akossetan par la voix de Jean-Claude James.
C'est à travers ces chants et danses que les militants du parti Bloc pour la démocratie et le progrès BDP Dodji Gamele ont accueilli leur président. Réunis au sein d'une longue procession, les militants de ce parti se sont mobilisés derrière leur leader. Nous sommes très heureux d'accueillir notre aîné, l'honorable Nkponou Jean-Claude, dans sa maison. Comme vous le savez, il a été aux soins en France et depuis son lit d'hôpital, il a œuvré à fouetter la coopération que nous avons avec une ville française appelée Crône. Nous l'avons accueilli, il nous a fait le point des discussions qu'il a eues avec le nouveau maire de cette ville et je crois que nous pouvons, disons, compter sur cette coopération à partir donc de ces échanges. Et au-delà, c'est surtout du développement que nous avons parlé, du développement de Bopa. Nous avons les mêmes points de vue qu'il faut se mettre ensemble pour construire Bopa et aller plus vite parce que malgré l'effort, des difficultés persistent et c'est ça qui doit constituer, disons, le point de ralliement. Les sages, les femmes et les jeunes de cette commune n'ont pas tari d'éloges à l'égard de ce fils de Bopa. Selon eux, aucun mal ne peut toucher un homme de Dieu. Très reconnaissant pour l'honneur qui lui a été fait, l'honorable Jean-Claude Nkponou réaffirme son retour sur la scène politique. Grâce au Tout-Puissant, le grand architecte de l'univers, Dieu du ciel et de la terre, toutes vos prières ont été exaucées et je suis présent cet après-midi parmi vous au mieux de ma forme, nonobstant les prédictions macabres de certains oiseaux de mauvais augure. Je puis vous confirmer aujourd'hui que je sors de mon hibernation politique et que nous allons nous retrouver bientôt sur ce terrain que je connais bien. Ils ont décidé de s'unir pour le développement de Bopa. Les travailleurs des usines de transformation des noix de cajou sont fâchés. À l'origine de leur mécontentement, il y a les menaces qui pèsent sur l'approvisionnement des usines en matières premières. Ils l'ont exprimé hier à travers une manifestation sur le site de l'usine d'Akasato. Alain Dossiovo est allé vivre pour vous cette manifestation de colère. L'amande de la noix de cajou constitue aujourd'hui l'un des produits agroalimentaires du Bénin, très prisé, recherché et exporté vers l'Europe et les États-Unis. Nombreuses sont les usines de transformation de ce produit exerçant dans la filière. Une dizaine qui utilisent au total 2170 ouvriers béninois. Des ouvriers qui font tourner les différentes machines depuis la fragilisation, le décortiquage, le tri, le dépelliculage automatique, la récupération, le dépelliculage manuel, la classification et l'emballage. Mais pour faire tourner ces usines, il faut bien qu'elles disposent de matières premières, chose de plus en plus difficile pour ces usines, car une bonne partie de la quantité de noix brutes de cajou produite au Bénin est directement exportée sans être transformée sur place. Ce qui n'est pas condamnable, mais l'essentiel est que les usines béninoises puissent elles aussi s'approvisionner en matières premières. Voilà pourquoi les ouvriers des unités de transformation de noix de cajou du Bénin ont décidé de lever le ton. Nous voudrions remercier le chef de l'État d'avoir œuvré pour l'installation de ces usines dans les localités du Borgo, les collines et de l'Atlantique. Ces usines nous permettent à nous employés de faire la fierté de nos familles par le travail qu'elles nous donnent. Ces salaires nous permettent de faire face aux besoins de nos familles. Nous souhaiterions que vous aidiez nos usines à obtenir la matière première en quantité, en qualité et à bonne date. Car sans matière première, les 2170 emplois seront perdus.
Pour les 2170 travailleurs réunis au sein du collectif des ouvriers des unités de transformation de noix de cajou CNTC, l'heure est grave. Pour eux, la non-disponibilité de la matière première est synonyme de chômage, de pauvreté et de misère pour leurs familles respectives. Évoquons maintenant la deuxième phase du programme d'appui au sous-secteur de transport rural. Une initiative financée par le Royaume des Pays-Bas, le gouvernement et le fonds routier. Voici le film de son lancement avec Amandine Anyamboussou et Jean-Claude James. C'est la piste Hougnon-Sélignon dans la commune d'Avrancourt, longue de plus de 10 km, qui a été choisie pour le lancement au plan national de la deuxième phase du programme d'appui au sous-secteur du transport rural. Un programme qui prône l'aménagement des pistes par la méthode à haute intensité de main-d'œuvre pour éradiquer la pauvreté en milieu rural. Après un an de mise en œuvre, le résultat est satisfaisant. Il est plus aisé aujourd'hui à nos paysans d'évacuer leurs produits agricoles et d'avoir accès plus facilement au marché de Victaille pour offrir ou s'approvisionner en produits agricoles locaux. Il en est de même pour l'accès aux centres de santé pour une meilleure prise en charge dans les délais requis. Sans dire que les travaux vont accroître l'employabilité des populations et améliorer dans la période de l'économie locale. Dans les communes, les maîtres d'ouvrage des infrastructures de transport rural et dans sa capacité doivent veiller à une planification et une réalisation optimale de l'entretien courant des pistes réalisées à grand coût d'investissement. Les travaux de l'exercice 2014-2016 du programme prendront en compte plus de 700 km de pistes réparties sur l'ensemble du territoire national. Les travaux dont nous procédons au lancement ce jour permettront entre autres de créer dans les 62 communes éligibles dont la procédure de passation des marchés a abouti au titre de 2014, répartis dans tous les départements à l'exception du littoral, des centaines de milliers d'emplois. Réaliser environ 720 km de routes rurales, de pistes rurales dans les communes concernées pour contribuer au désenclavement des localités rurales. Injecter d'ici à juin 2015 dans l'économie rurale, dans nos économies locales, 8 261 309 224 francs CFA, représentant le montant des marchés signés avec 146 petites et moyennes entreprises et 36 bureaux d'études nationaux, faisant ainsi de ce programme un véritable vivier de l'entrepreneuriat et du développement local. La vision du chef de l'État, c'est la vision du développement. Comment faire pour que toutes les localités du Bénin puissent avoir des infrastructures routières, puissent avoir de l'énergie, puissent avoir également des centres de santé, des écoles. C'est ça sa vision et c'est pourquoi il se bat nuit et jour et nous devons l'accompagner. Et ça va aussi alléger la tâche aux entretiens que nous avons sur nos engins. Donc par ces réalisations, nous ne pouvons que dire merci au docteur Yaïboni, dire merci à son gouvernement et continuer toujours à le soutenir. Le désenclavement des localités rurales est essentiel pour le développement d'une nation. Ce programme est donc bénéfique pour les populations et participe à l'atteinte des objectifs de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. C'est parti pour la campagne de commercialisation du riz paddy. La campagne a pris son envol hier dans la commune de Covey. Elle vise à stimuler les Béninois dans la consommation du riz local. Gilles Dansou nous en dit davantage. Le programme de développement agricole des communes Nompidac en abrégé a pour mission entre autres la production du riz autour des grands bassins rizicoles pour alimenter les rizeries de Malanville et de Glazoué. Il est question de réduire la facture alimentaire liée à l'importation massive de ce produit. Le choix de Covey pour le lancement de la campagne de commercialisation du riz paddy reste un symbole. Cette commune s'illustre depuis des années dans la production du riz. La production du riz peut aujourd'hui accroître considérablement si on s'en tient aux propos du représentant des producteurs. Le PEDAC offre des crédits adaptés aux activités agricoles et est à l'écoute permanente des besoins des producteurs. De nos jours,
PEDAC s'est imposé comme un partenaire fidèle des communes dans la production, dans la facilitation de la collecte et de la commercialisation du riz paddy. Le Cardès ou Colline entend bien jouer sa partition. Nous pouvons affirmer, sans nous tromper, que l'espoir est possible en ce qui concerne la filière riz. En effet, la couverture des besoins alimentaires et nutritionnels de nos populations ne peut se faire que par l'accroissement de la production des cultures vivrières, en l'occurrence les céréales. La filière riz constitue aujourd'hui la filière céréalière la mieux organisée et les productions de ces céréales deviennent de plus en plus croissantes. Le PEDAC donne un sens à la production du riz paddy. Des problèmes de dysfonctionnement des circuits de collecte et de commercialisation du riz sont apparus avec pour conséquence, entre autres, une évasion d'une quantité importante de riz produit et des difficultés de remboursement des crédits octroyés par les institutions de microfinance. Dans le souci de mieux gérer les difficultés de recouvrement du crédit PEDAC, plusieurs actions ont été engagées pour appuyer la commercialisation du riz paddy. Entre autres, il y a l'élaboration avec tous les acteurs d'un mécanisme consensuel de commercialisation du riz paddy. La diversification agricole, un vœu cher au gouvernement béninois. Toujours avec Gilles Dansou, je vous propose de suivre ici la mise en service du centre des jeunes de Boycon, un centre qui vient d'être entièrement rénové. Le centre des jeunes de Boycon a été entièrement rénové par le Fonds national pour le développement des activités de la jeunesse et des loisirs. Coût global, plus de 20 millions de francs CFA. La mise en service officielle après réhabilitation est intervenue ce jeudi. Les travaux ici ont consisté de façon générale à réhabiliter, ce n'est pas une reconstruction, à refaire l'intérieur, à revoir le système électrique, à revoir, n'est-ce pas, les douches, les toilettes, à réaménager le présidium en mettant donc des câbles. Il faut dire que cette réhabilitation a été faite juste après votre prise de service. Boycon n'était pas dans le programme du fonds, tout simplement parce qu'il y avait un ancien projet initié par vos prédécesseurs depuis 2009 qui n'a pas abouti. Donc, ayant eu cette information et étant attaché à la ville de Boycon, que vous avez bien voulu nous instruire, pour que nous puissions, en attendant que ce vieux projet-là soit réactivé et qu'on puisse faire des tableaux plus poussés, qu'on puisse, avec le minimum au niveau du Fonds national, donner une autre image de cette maison des jeunes. Des mots de remerciement de la mairie de Boycon, du responsable du centre, ont été les autres temps forts de cette cérémonie. Des lots de matériel éducatif et de loisirs estimés à plus de 10 millions de francs CFA ont été remis aux responsables du centre. Le ministre explique. Nous avons dit le programme Une commune, une infrastructure sportive est en train de se dérouler correctement. Au fur et à mesure que les ressources vont s'accroître, nous allons essayer d'en faire autant. Les hommes passent, mais les structures restent et les bonnes choses demeurent. Les jeux d'échecs, les jeux de Monopoly, ça développe l'intelligence, ça permet aux jeunes vraiment d'apprendre à réfléchir. Les jeunes ont exprimé toute leur satisfaction. Après le collège catholique Père-au-Pied en 2013, c'est au tour du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou de bénéficier de la générosité de la Fondation Adjavon-Sébastien Germain. Un bloc de latrines à 12 cabines avec lavabo flambant neuf, c'est l'infrastructure que la Fondation a inaugurée hier pour soulager les élèves de cet établissement, Loris Rounon et Jemima Katrayer. Un bloc de latrines moderne à 12 cabines flambant neuves pour soulager les élèves du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. Une infrastructure évaluée à plus de 13 millions de francs CFA. Un don de la Fondation Adjavon-Sébastien Germain. La Fondation Adjavon-Sébastien Germain est venue, à travers la réalisation de cette infrastructure, répondre à un besoin crucial, celui de permettre aux acteurs de cet établissement de se mettre à l'aise dans de bonnes conditions d'hygiène et d'assainissement. Les responsables de cet établissement n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à l'auteur de cette œuvre de charité. La direction diocésaine de l'enseignement catholique vous est reconnaissante pour l'œuvre ainsi réalisée.
Vous êtes pleinement entré dans l'esprit du projet éducatif qui est le nôtre. Projet qui exige de chaque école un cadre sain et accueillant. Prenant la parole, le président de l'association des parents d'élèves ajoutera que ce geste vient combler un vide et donner confiance aux parents. En novembre 2013, le problème des rentrées s'est posé avec acuité au sein de notre établissement et a pour conséquence la baisse de l'effectif des élèves. La Fondation Adiabon Sébastien Germain, par ce acte, vient d'impulser une nouvelle dynamique à l'environnement de travail de nos apprenants. Nous vous promotons d'en faire un bon usage. Ce projet a été réalisé grâce à la volonté et à la détermination de la fille de Sébastien Adiavon, élève de cet établissement. La nuit du micro ouvert, nous abordons là une idée originale du Centre culturel américain pour rendre hommage à Martin Luther King, une cérémonie d'hommage suivie pour vous par Enoch Mpati et Patrick Jossou. Chorégraphie, interprétation, slam, déclamation poétique, discours. Voilà le menu de cet hommage rendu à Martin Luther King, militant non violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. L'initiative est du Centre culturel américain, une célébration dénommée la nuit du micro ouvert. Et comme il n'y a pas de jeu sans règles, plusieurs critères rentrent en ligne de compte. Il s'agit entre autres de la présentation, de la prestation vocale, de l'originalité. Les membres du jury sont tous bilingues. J'ai vu des jeunes qui ont revolé le civisme pour faire retour sans détour au civisme. Et du blanc descendait, oui, du blanc descendait. On aboutit progressivement à l'ouverture des yeux et des oreilles et à l'autorité suprême du moment qui me dit enfin, enfin, oui, enfin. The Africans living Martin Luther King. Because I have dreams. I have many dreams. À la fin de cette rude épreuve, Francis Soglo est déclaré premier pour la catégorie danse, Ahmed Diet pour l'interprétation, Flore Semenou pour le discours. C'est pour la première fois que je participe à ce genre de concours. Je ne venais pas forcément pour gagner, mais je voulais passer un message qui me tenait à cœur depuis toujours. Ça me fait plaisir d'avoir livré mon message et de deux, avoir gagné ce trophée. Et enfin, le champion de ce concours, la nuit du micro ouvert, édition 2015, c'est elle, Précieuse Semenou, slameuse de son état. Elle part avec le Kinderfire qui fonctionne comme une tablette. Je suis animée par une grande émotion parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Pour moi, c'était un tout premier podium. Donc vraiment, je remercie mon Dieu qui m'a donné le courage d'affronter le public. Une attestation a gratifié tous les participants à cette compétition. Rendez-vous donc à l'année prochaine pour d'autres prestations. Les musiciens traditionnels du Bénin ont célébré quant à eux la fête de l'Épiphanie samedi dernier. À l'occasion, les meilleurs artistes ont été honorés. La manifestation a eu pour cadre Porto Novo, où nous retrouvons Jérôme Humbo. C'est une initiative culturelle de promotion et de valorisation des musiques purement traditionnelles au Bénin. Les artistes sont venus de tout le territoire national. Pour les organisateurs, cette épiphanie est une manière d'apporter l'or, l'encens et toute autre matière précieuse pour rendre hommage à l'éternel Dieu à travers la musique. Nous ferons de la musique l'autre chemin, l'autre vérité et l'autre vie à la suite du vrai chemin, de la vraie vérité, de la vraie vie qu'est Jésus le Christ. Je ne saurais finir ce discours sans avoir avoué toute la joie qui anime les miens et moi de voir les manifestations de l'épiphanie de la musique traditionnelle authentique de Lomé et du Plateau cohabiter pacifiquement avec celle de Bénin Tradi, musique et Waro. Faire imposer la musique traditionnelle béninoise au plan international suppose quelques paramètres. Quand est-ce que la musique traditionnelle béninoise pourra s'imposer sur le plan international si on n'en fait pas un festival? Monsieur Haïssi Christophe,
si on n'en faisait pas un festival, et qui peut durer toute une semaine, monsieur le directeur du Fonds d'aide à la culture, et qu'on fasse des journées, la journée de la Takora, la journée de la Libori, la journée du Monokoufo, la journée de Zoukou, et qu'on mette les rythmes endogènes, qu'on aille chercher dans le tréfonds de notre pays, les rythmes traditionnels, qu'on puisse les mettre sur un grand podium et que les gens puissent vivre ça journée par journée. Et on peut élargir, ça peut aboutir à une foire. Les meilleurs acteurs culturels ont reçu des prix, y compris le directeur du Fonds d'aide à la culture. Ce prix, moi je l'ai dédié d'abord au chef de l'État, le docteur Thomas Boniaï, qui depuis 2008 a commencé à donner une ressource importante pour les acteurs culturels à travers le Fonds d'aide à la culture. Ça a commencé par le milliard culturel et au cours de l'année 2014, nous avons eu successivement 2 augmentations. 1,3 milliard et ensuite 1,5 milliard avant de clôturer l'année 2014. Et en 2015, à partir de cette année, nous avons pu passer à 3 milliards. Je pense que c'est ici l'occasion de lui remettre ce trophée. Ce n'est pas le mérite qui ne me revient pas, mais le mérite lui revient d'abord. Pidi Senf et les siens ont promis beaucoup plus d'innovation la saison prochaine. Un festival de masques pour finir ce journal. Les masques Gungu et Zangbeto étaient à l'honneur au stade municipal Malawi. Et de quelle manière? C'est Jérôme Humbo qui nous répond à travers ce reportage. Les masques font partie intégrante du vécu quotidien des populations d'Adjara. C'est donc une cérémonie pleine de sens pour les fils et filles de cette ère géographique. Cette rencontre vise la valorisation de nos richesses culturelles, notamment les masques. Ils ont une signification importante dans nos familles, collectivités, villages et communes. Votre venue ici est synonyme d'une amitié que vous avez toujours pour notre commune. D'une amitié qui se consolide dans tous les domaines. Mes félicitations. Depuis le Festival des Arts en 2012, la commune d'Adjara attendait vaillamment cet événement. Venus des 6 arrondissements de la commune, les masques ont ponctué l'événement à travers de la magie, des démonstrations et autres. Les masques Egungun et Zangbeto célèbrent les manifestations culturelles socio-communautaires. Référence première, lorsque l'on parle des coutumes en général, les masques occupent en même temps la première place dans la définition que la société se donne d'elle-même. Le conseil communal d'Adjara compte faire de nos masques, à travers ce festival, un véritable instrument du développement qui va attirer plus de tourisme et consolider le lien entre les frères d'Adjara pour le maintien de la paix. Partout où il y a des masques Egungun et Zangbeto, il y a toujours de l'affluence. D'où la possibilité d'en faire un véritable attrait touristique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Agréable week-end à vous.